Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, 138 millions de dollars d'argent public, soit 250 000 ans de salaire moyen en République démocratique du Congo. C'est la somme qu'aurait détourné le clan Kabila de 2013 à 2018. Ce sont des révélations d'un consortium de journalistes obtenus grâce à une fuite massive des documents issus de la banque BGFI. Nous en parlerons avec Yann Philippin, membre de Mediapart et du consortium de journalistes à l'origine de cette enquête Congo Hold Up. Un journaliste youtubeur condamné à 7 ans de prison au Rwanda, Dieudonné Nyosenga, propriétaire de la chaîne Ishema TV, est accusé d'avoir enfreint les règles du confinement et d'avoir utilisé une fausse carte de presse. Nous en parlerons dans ce journal. Le scandale qui défraie la chronique au Sénégal après les révélations de l'ancienne Miss Sénégal 2020 qui a révélé avoir été violée et avoir accouché d'un enfant issu de ce viol. Et nous verrons que l'émoi vient surtout de la réaction du comité d'organisation des Miss, élément à suivre dans cette édition. On ouvre ce journal par ce détournement spectaculaire d'argent public mis au jour par un consortium international de journalistes. Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, aurait détourné avec son clan plus de 138 millions de dollars d'argent public sur la période de 2013 à 2018. Jules Boiteau et Antoine Fenot. Il est le personnage central des révélations de l'enquête Congo Hold Up. Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, de 2001 à 2019, aurait détourné des dizaines de millions de dollars d'argent public, selon l'enquête menée par 19 médias internationaux. La famille de Joseph Kabila et l'ancien chef d'État et certains associés ont perçu à travers donc une nébuleuse de société au moins 138 millions de dollars d'argent public. Donc on s'est intéressé sur pourquoi cet argent est arrivé, où est-ce qu'il est allé, qui sont les bénéficiaires. On a découvert d'énormes retraits en liquide, on a découvert l'évaporation en fait, des recettes de l'État. On a suivi en fait toutes ces transactions. L'enquête révèle également que 100 millions de dollars supplémentaires auraient été crédités sur les comptes des membres du premier cercle de l'ancien chef d'État. Au cœur du système, la BGFI Bank, dont le frère de Joseph Kabila a été directeur de 2012 à 2018. D'autres révélations sont à venir, avertit le collectif de médias. Leur retentissement pourrait être énorme dans un pays où 70% de la population vit avec moins de 2 dollars par jour. On retrouve, pour aller plus loin, Yann Philippin, journaliste à Mediapart et membre du consortium de journalistes justement qui ont enquêté sur ce dossier Congo Hold Up. Merci Yann de nous retrouver. Alors votre dossier, publié dans Mediapart, révèle un système huilé sans être sophistiqué qui a permis au clan Kabila de détourner 243 millions de dollars, dont 33 millions en liquide, 72 millions d'origine inconnue, etc., de l'argent public. Mais on se demande comment justement, se faisait et comment ce système a été mis en place? En fait, c'est très simple. Vous savez, d'habitude, ce sont les voleurs qui braquent les banques. Mais là, en fait, c'est la banque qui a aidé Joseph Kabila à braquer l'État. C'est-à-dire que comment c'est possible? C'est que vous avez d'un côté le président de la République, donc Joseph Kabila, qui contrôlait des entreprises publiques très riches, comme la Banque centrale, comme la Gécamine, qui est la cash machine du pays, l'entreprise minière, mais aussi la commission électorale. Et de l'autre côté, son frère, Francis Sélémani, qui contrôlait la banque, la BGFI Bank. Et toutes ces entreprises publiques, elles avaient des comptes à la banque. Et donc, quand vous avez d'un côté le président qui contrôle les entreprises publiques et de l'autre le frère qui contrôle la banque où ces entreprises publiques ont des comptes, c'est très facile, il suffit d'aller de l'un à l'autre. Oui, et vous révélez qu'il y avait une société écran qui était dans un garage. Oui, c'est assez incroyable. C'est une société écran qui s'appelle Sudoil, alors qui, comme son nom l'indique pas, en fait, qui n'avait plus rien à voir avec le pétrole, qui était basée dans un garage à Kinshasa, mais où il y avait rien, il n'y avait pas de salariés, c'était une société écran, comme on dit. Et cette société Sudoil, grâce à cette banque, la BGFI, a reçu donc au moins 92 millions de dollars. Les 138, c'est les épisodes d'après qu'on va révéler dans les prochains jours. Et ce qui est fou, c'est que quasiment toutes les institutions publiques du pays ont contribué. C'est-à-dire il y avait l'argent de la Banque centrale, l'argent des mines, la Gécamine, l'argent des élections.
C'est-à-dire l'argent censé organiser les élections est arrivé chez Sudoil pour la CENI, exactement. L'argent des routes, le FONER, alors que la RDC, c'est un pays qui manque cruellement de routes. Il y a énormément de pistes, ça manque de routes goudronnées. 10 millions de dollars des routes qui sont arrivés chez Sudoil. Et peut-être la cerise sur le gâteau, c'est l'argent des casques bleus congolais. Oui, c'est-à-dire, c'était la paye des militaires congolais qui étaient en mission de maintien de la paix en Centrafrique. 6,8 millions de dollars qui auraient dû servir à payer ces soldats congolais et qui se retrouvaient dans cette société écran immatriculée dans un garage et qui était contrôlée par, devinez qui, Francis Sélémani, le frère du président et directeur de la banque. Alors justement, vous révélez qu'au-delà du président lui-même, c'est tout un clan justement qui est impliqué dans ce détournement. Oui, alors les deux personnages principaux sont donc le frère adoptif du président Francis Sélémani, qui était le directeur général de la banque par laquelle sont passés ces détournements. Mais il y a aussi sa sœur, Gloria Mteyu, qui est connue pour son amour de la mode. C'est elle qui organise la Fashion Week à Kinshasa et qui était à la fois actionnaire de la société Écran et aussi actionnaire de la banque dont elle avait 40% des parts. Donc vous voyez cette collusion complète entre d'un côté la présidence, l'État, les sociétés publiques, la banque et la famille Kabila. Oui. Et alors vous dites que justement peu de gens auraient accepté de répondre, mais on se demande justement quelle est la position de la banque, BGFI justement, la maison mère, parce que je rappelle quand même que c'est un membre de la banque au départ, un bien nommé Lumumba, qui aurait justement donné les premières pistes justement, qui a fait fuiter les premiers documents. Tout à fait, c'était en 2016 et donc Jean-Jacques Lumumba, qui était un ancien salarié de la banque, qui est devenu lanceur d'alerte, avait révélé de premiers scandales. D'ailleurs, nous reviendrons sur certains des scandales qu'il a révélés. Il faut bien préciser qu'il n'a absolument rien à voir avec l'opération actuelle. Ce sont d'autres documents, mais qui confirment complètement ce que M. Lumumba avait dénoncé donc dès 2016, avec un premier volume de documents qui était beaucoup plus partiel. Et là, on peut dire que c'est vraiment gigantesque. 3,5 millions et demi de documents. On a prévu, nous, à Mediapart, de publier plus de 20 articles. Donc vous imaginez, ça va s'étaler sur 2 semaines. Donc les révélations ne font que commencer. Oui, d'accord. Les révélations ne font que commencer. On l'entend. Et pour autant, est-ce que, justement, il y aurait d'autres personnalités qui seraient impliquées, par exemple ? Oui, alors on en révèle déjà quelques-unes qui étaient, et qui sont d'ailleurs toujours pour beaucoup des personnalités parmi les plus puissantes de la RDC. Je pense à Deogracias Mutombo, qui a été le tout-puissant jusqu'à cette année gouverneur de la Banque de France du Congo. Une autre personnalité clé, c'est Albert Yuma, qui est le président de la Gécamine, donc la société minière d'État, la cash machine du pays, et qui a versé 20 millions de dollars, cette entreprise publique, à cette fameuse société écran dans un garage de Kinshasa à Sudoil. Ouais. Merci beaucoup Yann Philippin pour toutes ces révélations. Donc Mediapart, pour si vous voulez lire justement sur cette histoire incroyable, donc Congo Hold Up. Et on a compris que ce serait feuilletonné sur 2 semaines. Donc il y aura d'autres révélations à suivre. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci. Alors, direction le Rwanda, où un journaliste youtubeur a été condamné à 7 ans de prison. Il s'agit de Dieudonné Nyosenga, plus connu sur les réseaux sociaux sous le nom d'Hassan Syuma. Il est le propriétaire de la chaîne Ishema TV, un média qui cumule 15 millions de vues et qui est réputé pour sa liberté de ton et ses reportages critiques des autorités. Simon Wolfart. Tout commence le 11 novembre dernier. Ce jour-là, Dieudonné Nyosenga est interpellé à son domicile quelques heures après avoir été condamné à 7 ans de prison par la Haute Cour de Kigali pour 4 charges, dont humiliation des représentants de l'État. Mais avant-hier, coup de théâtre, le bureau du procureur annonce faire appel du jugement au motif que ce chef d'accusation a été décriminalisé en 2019 par la Cour suprême. Le bureau du procureur a cependant réaffirmé sa volonté de voir le tribunal maintenir les autres charges contre Dieudonné Nyosenga, notamment la pratique du journalisme sans carte de presse et l'entrave à agents de sécurité. Les faits reprochés aux youtubeurs remontent à avril 2020, en plein confinement lié au coronavirus. À ce moment-là, Dieudonné Nyosenga avait diffusé une série de vidéos accusant les soldats rwandais de graves abus à l'encontre des habitants d'un bidonville. Peu de temps après, le youtubeur avait été arrêté et accusé
d'avoir transgressé les mesures de restriction en se faisant passer pour un journaliste avant d'être finalement envoyé en prison. Il avait été acquitté et libéré 11 mois plus tard, mais les procureurs avaient fait appel une première fois et c'était en deuxième instance qu'il avait été condamné à 7 ans de prison. Dieudonné Nyonsenga est le second youtubeur arrêté en un mois après Théoneste Nsengimana, détenu depuis la mi-octobre pour publication de fausses informations. Les États-Unis annoncent la levée des sanctions imposées en 2015 au Burundi. Washington salue ainsi une embellie politique depuis l'élection d'Evariste Ndayishimiye en mai 2020. Parmi les raisons invoquées, une réduction significative de la violence et des réformes engagées par le président burundais dans de nombreux secteurs. Mais par ailleurs, un rapport de la commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi souligne que malgré certaines améliorations, la situation globale a empiré pour les partis d'opposition, les journalistes et les ONG. On en vient à ce scandale qui secoue le Sénégal. Fatima Dione, Miss Sénégal 2020, déclare avoir été violée et aurait accouché d'un enfant issu de ce viol il y a 5 mois. Mais le scandale vient de la réaction de la responsable du comité de Miss Sénégal, des propos pour le moins choquants. Précision de notre correspondant Eliman Dao. Tout est parti d'une interview accordée à la présidente du comité Miss Sénégal par un média local ce jeudi en commentant les accusations de viol de Miss Sénégal 2020. Elle s'est fendue du commentaire suivant: elle est majeure, si on l'a violée, c'est parce qu'elle l'a voulu. Des propos jugés inacceptables dans la foulée par les internautes sénégalais. L'affaire fait grand bruit. Elle fait même la une de plusieurs quotidiens sénégalais ce matin. Les organisations de défense des droits des femmes ont pris rapidement le dossier en main, ont lancé une pétition adressée au ministère de la Culture leur demandant de retirer l'organisation de Miss Sénégal au comité actuel. La pétition a atteint plus de 40 000 signatures ce vendredi. Même si elle s'est excusée, la présidente du comité de Miss Sénégal cet après-midi, beaucoup espèrent que cette affaire va être tirée au clair et que le sujet tabou du viol va être pris au sérieux et contribuera peut-être à libérer la parole des victimes de viol au Sénégal. Ouais. On termine ce journal par ces images glanées par l'excellente Célia Caracena des Arts de l'Islam. 18 expositions dans 18 villes françaises, parmi lesquelles Tourcoing, des trésors exceptionnels d'Égypte et du Maghreb et du monde islamique, des reliquaires, des chandeliers, des étendards de procession sont à admirer du 20 novembre au 27 mars 2022. C'est ainsi que nous refermons ce journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, en particulier ceux de Kinshasa à Kisangani. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. RFI et France 24 présentent le Café des Sports, le rendez-vous du football international. C'est chaque semaine sur France 24 avec nos débatteurs vedettes, avec Rémi Ngono, le lion camerounais, et Xavier Barré, son meilleur ennemi. Heureusement, il y a un arbitre, un homme pour calmer les esprits, c'est Alejandro Valente. Soyez au rendez-vous. Le Café des Sports, à vivre en direct sur RFI et à voir sur France 24. C'était le Café des Sports, également sur Facebook avec Connect. On est bien à l'abri pour regarder la météo avec Solabay. Solabay, fenêtres, volets, portes et portails. Solabay.